Mesdames, Messieurs, d'abord merci aux organisateurs de m'avoir invité pour vous parler ce matin de cette question qui est comment parler de nutrition, comment aborder un conseil alimentaire en consultation de routine. Et donc je ne me limiterai pas à la question de l'obésité, j'essaierai d'élargir à toutes les questions de nutrition qui peuvent être émaillées tout au long d'une activité médicale de routine. Moi-même, je travaille à la fois comme chef du service de nutrition à l'Institut Pasteur de Lille, mais mon activité médicale à l'hôpital de Lille, au CHRU de Lille, me conduit à pouvoir m'exprimer en tant que praticien sur cette question. Ah oui, excusez-moi. La question donc de savoir dans quelles circonstances le médecin peut être amené à parler de nutrition et de prévention, dans la mesure où cet acte de prévention fait peu partie de la pratique médicale habituelle, à l'exception de la vaccination, en tout cas dans l'idée que nous en avons habituellement. Le plus souvent, le patient ne consultera pas pour un acte de prévention en dehors de la vaccination, mais à l'occasion d'une consultation pour tout autre motif, le patient peut être réceptif à un conseil alimentaire et le médecin peut être amené à donner ce conseil alimentaire. Pour autant, dans la formation médicale, et ça a été dit depuis hier, la prévention n'est pas toujours considérée comme au premier plan de l'activité des médecins, bien que de plus en plus, ceux-ci soient amenés à pratiquer cette prévention parce qu'il y a une demande réelle au niveau de la population et une nécessité en termes de santé publique. Il faudra donc que le médecin, dans le cadre de son activité de routine, puisse faire passer des messages de prévention et notamment de prévention en nutrition à l'occasion d'actes habituels de routine qui ne sont pas spécifiquement orientés vers la prévention ou vers la nutrition. C'est à mon avis tout l'enjeu des questions de nutrition aujourd'hui et demain, car les attentes sociétales, les attentes des patients sont extrêmement importantes et le médecin est considéré de plus en plus comme un des experts les plus fiables et en tout cas une des paroles les plus reconnues de la part de la population. La question qui se pose cependant est de pouvoir parler de prévention de façon positive dans la mesure où l'acte de prévention n'a pas toujours une visibilité évidente puisque par définition la prévention c'est l'action d'empêcher quelque chose et donc de faire que cela n'arrive pas et par conséquent le résultat de la prévention, par définition, n'est jamais visible, si ce n'est sur des statistiques. Or, nos patients ne sont pas des statistiques, ce sont des individus, et ils ont besoin de ressentir les bienfaits de ce que l'on leur propose. C'est tout le problème de maladies silencieuses, comme le diabète ou les dyslipidémies, voire dans certains cas l'hypertension artérielle, dont les effets mesurables en dehors de marqueurs biologiques ne sont pas ressentis par les patients. Il en est différemment en ce qui concerne l'obésité, puisque si une perte de poids survient, le bénéfice sera ressenti assez rapidement, mais ça a été bien dit également précédemment, le risque de la prise en charge de l'obésité, c'est d'abord de reprendre du poids. Et donc, un long travail est nécessaire pour faire comprendre aux patients que la prévention, c'est quelque chose qui s'installe sur le long terme, qui n'a pas forcément des résultats immédiatement visibles, mais qui pour autant est bénéfique pour lui. L'autre caractéristique de la prévention, notamment en nutrition, c'est que pour faire passer des messages qui aboutiront le plus souvent à un changement des habitudes alimentaires et du style de vie, il faut obligatoirement, pour changer les comportements, une répétition patiente du praticien dans ses conseils,
Et comme je le dis souvent, le premier qui doit se décourager ne doit jamais être le médecin. Parfois, c'est le patient, mais jamais le médecin. En effet, ces changements de comportement sont longs, difficiles à obtenir, mais avec persévérance et répétition, on est susceptible d'obtenir des résultats intéressants et bénéfiques pour la santé des patients. Alors, on l'a dit également hier et puis déjà ce matin, les bénéfices de la nutrition, le bénéfice des changements de mode de vie et d'activité physique sont manifestement importants, et notamment pour la prévention des maladies chroniques. Cette prévention des maladies chroniques, pour autant, n'est pas toujours ressentie comme un effet patent de la part des populations. Très souvent, lorsque l'on entend parler de pathologies aujourd'hui en France et dans d'autres pays aussi, l'idée générale, c'est que nous allons de moins en moins bien, alors que la réalité est inverse. Elio Riboli nous l'a bien montré hier, et c'était particulièrement passionnant. Et donc, cette action de prévention s'inscrit de façon importante dans la diminution des pathologies chroniques, et pour autant doit mettre en œuvre non seulement le praticien, mais également toute une série d'acteurs. Et c'est sans doute ça la limite de notre activité, c'est que la prévention requiert aussi de la part des pouvoirs publics, de la part des acteurs sociaux, de la part des aspects économiques, une prise en charge également ou une prise en compte de tout ce qui est déterminant des modes de vie. Le médecin est donc partie prenante, mais en même temps, il est limité, mais il est le seul sûrement à avoir cette relation singulière avec le patient, et donc son rôle est extrêmement important. Alors, quelles sont les opportunités sur lesquelles nous pouvons nous appuyer pour approcher la prévention et donner des conseils alimentaires dans le cadre d'une consultation de routine? J'en ai listé 5 que je vais brièvement illustrer, et je terminerai avec quelques considérations générales sur la façon de parler de nutrition à nos patients. J'allais dire, toutes les situations sont opportunes. Après, bien sûr, le bon sens et la sagesse doivent nous inciter à parfois différer nos propos lorsqu'on est en situation d'urgence. Mais dans d'autres situations de pathologie aiguë, une infection urinaire, une infection pulmonaire ou d'autres situations aiguës, le praticien, le médecin peut être amené à évoquer au moins le rôle de l'alimentation, le rôle du style de vie, l'importance d'une bonne hygiène alimentaire, à la fois pour contribuer à la guérison de la maladie aiguë et à la fois pour empêcher sa récidive. Infection urinaire, parler de l'hydratation. Infection en général, parler des défenses immunitaires, du rôle de la consommation d'aliments riches en micronutriments. Importance constante d'avoir une alimentation équilibrée. Quelques mots suffisent pour sensibiliser le patient et pouvoir revenir sur cette question ultérieurement. Pathologies chroniques, qui sont vraiment le lieu même de l'expression et de la motivation pour changer nos modes de vie et les modes de vie de nos patients, en particulier les maladies coronariennes, les maladies cardiovasculaires, le diabète, l'hypertension et la dyslipidémie, dont on peut affirmer haut et fort que leur prise en compte est extrêmement importante et joue un rôle au moins aussi important que les médicaments. On sait que l'observance pour les médicaments est médiocre. On comprend aussi que l'observance pour les changements alimentaires n'est pas toujours optimale, mais de plus en plus, nos contemporains recherchent une approche non médicamenteuse et il est important de pouvoir profiter de cette opportunité pour leur parler de l'importance de la diète méditerranéenne, de l'importance de la diminution des sucres libres, de la nécessité de réduire le sel, du bon choix des matières grasses dans l'alimentation, de la limitation de la consommation de viande rouge. En réalité, face à nos patients dans ces situations,
il ne faudra pas leur imposer toute une série d'interdits ou toute une série de conseils au risque d'avoir une réaction de rejet. Et on fera le tri, bien sûr, dans les informations à communiquer une à une et, j'allais dire, avec parcimonie et prudence. Les consultations systématiques pour renouvellement d'ordonnance, pour vaccination, pour certificat administratif ou pour certificat de renouvellement d'une pratique sportive peuvent être l'occasion aussi de parler de l'alimentation, de parler des facteurs de risque, de mesurer le poids, la pression artérielle, et on est étonné que le poids et la pression artérielle ne fassent pas l'objet d'une prise systématique en consultation de routine, et puis bien sûr évoquer à ces occasions le style de vie et l'alimentation. Quatrième opportunité, celle du patient qui est reçu en consultation dans un environnement où l'entourage pourra être concerné. C'est le cas par exemple du tabagisme passif en cas de grossesse ou en cas de présence d'enfants. C'est l'importance de l'exemple des parents pour l'hygiène alimentaire lorsqu'il y a des enfants. C'est l'importance de l'exemple des parents lors de l'incitation à la pratique de l'activité physique. C'est aussi l'opportunité de parler d'alimentation lorsque une personne âgée est à proximité, l'alimentation étant tellement importante à tous les âges, mais particulièrement chez les personnes âgées. Enfin, la dernière opportunité vient du patient, le patient qui pose une question, qui s'enquiert d'informations sur l'alimentation, qui pose une question sur le poids, sur la qualité alimentaire et de plus en plus sur des suppressions de nutriments ou d'aliments ou sur des contaminants. Dans toutes ces circonstances, le médecin est bien placé pour répondre. Il doit répondre soit sur le champ lorsqu'il connaît la réponse, avec toujours prudence, sagesse, soit éventuellement de façon différée, s'il n'a pas le temps, ou s'il ne connaît pas la réponse, il se renseignera. Il n'est pas inutile d'ailleurs de proposer au patient de revenir pour une consultation dédiée au problème qui a été soulevé, par exemple sur le poids ou sur l'équilibre alimentaire. Enfin, quelques recommandations et prudences pour le praticien qui veut parler de nutrition. La première, c'est d'abord d'écouter avant de parler. Nous parlons trop, nous n'écoutons pas assez. La deuxième, c'est de ne pas avoir de jugement ni sur les questions, ni sur les choix alimentaires de nos patients. Nous ne sommes pas là pour les juger, nous sommes là pour les aider. La troisième, c'est de ne jamais être trop catégorique dans nos recommandations ou dans nos prescriptions ou dans nos recommandations. Toujours partir des habitudes alimentaires, ça a été soulevé tout à l'heure par le professeur Tchernikov, toujours partir des habitudes alimentaires du patient plutôt que de considérations générales. Être positif et prudent et donc plutôt proposer des choses en plus que des choses en moins. Répéter, ne jamais hésiter à répéter, ne pas éviter de répéter, c'est l'art ultime de l'enseignement. Prodiguer des conseils si le patient est ouvert, feu vert, mais pas s'il est fermé, feu rouge. Ne pas l'attaquer sur son poids de façon brutale et frontale. Il y aura un rejet. Ne pas donner plus que 1 ou 2 conseils simultanément, car le patient ne retiendra pas plus que 1 ou 2. Ne jamais oublier le rôle essentiel de l'activité physique dans le maintien d'une bonne santé. Et c'est ma dernière diapositive. Je rajouterai et terminerai en disant que toutes les opportunités, ainsi que je l'ai indiqué précédemment, sont bonnes pour faire de la prévention, même si le patient n'est pas conscient que c'est un acte de prévention. Le travail du médecin comprend la prévention et il accepte de plus en plus d'y passer du temps, c'est une bonne chose.
c'est un acte médical vrai. Le médecin, et ça c'est un point extrêmement important, doit lui-même être convaincu de l'importance de la nutrition. Il doit également non pas être exemplaire, car ce serait prétentieux, mais lui-même être convaincu, autant qu'il le peut, dans ses pratiques alimentaires et de style de vie, de l'importance de l'hygiène alimentaire. Et enfin, je terminerai sur un point qui me semble important. Il faut expliquer aux patients comment et surtout pourquoi on leur recommande des choix alimentaires ou des choix de nutrition. Très souvent, nous donnons des conseils, mais nous ne disons pas à quoi ils vont servir, comment ils vont agir, quel est leur effet, quel est leur bénéfice et pourquoi. Si vous faites un micro-trottoir et que vous demandez aux gens pourquoi il faut consommer 5 fruits et légumes par jour, très peu de gens sauront vous répondre pourquoi il est nécessaire de consommer 5 fruits et légumes par jour. Et nous devons faire des efforts pour que les gens comprennent pourquoi il est important que les changements alimentaires aient lieu. Et je pense que le médecin doit passer plus de temps à expliquer qu'à toute autre chose. Et c'est ainsi que nous pourrons faire changer les habitudes alimentaires de nos contemporains et de nos patients. Merci.